Bonjour Victoria, Bonjour Thierry. comment ça va aujourd'hui? Écoute, comme en hiver, c'est bon, j'ai remis le pull. Ouais, t'as remis un pull, il fait froid, mais j'entends toujours les oiseaux. C'est toujours la Ouais, même bande son. Ça, par contre, c'est dingue. Oui, c'est vrai, c'est des oiseaux verts noirs, alors ils sont intensifs. Hein. ils ont pas peur du froid. Voilà, on va dire qu'effectivement, le froid ne les dérange pas. Bienvenue à bord de ce nouveau Coming Mag Live. Et puis, comme à l'accoutumée, eh bien, on va vous dire merci pour les partages, merci pour les commentaires, merci pour eh bien, les relais que vous donnez à cette émission sur tous les réseaux sociaux. Ça fait plaisir. Et puis, comme à l'accoutumée aussi, eh bien, on a toujours un petit visuel à vous présenter parce que vous l'avez vu, ça y est, l'itinérance, hein, Victoria, elle a commencé. On n'est plus en confinement, on travaille un peu partout. Donc voilà, on fait le setup à double, voire à triple, pour qu'il fonctionne un peu partout. Et donc, pour aujourd'hui, on va se contenter d'une image fixe pour vous rappeler que le meilleur de la pub 2020 aura bien lieu, que les inscriptions au projet sont ouvertes jusqu'au 7 août. Et oui, donc c'est vite là, mais vous avez encore un peu de temps. Ne traînez pas, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez donner de la visibilité à vos projets. À propos de visibilité, à qui va-t-on donner de la visibilité aujourd'hui avec l'invité qui nous attend patiemment, sagement au fond du studio? Alors aujourd'hui, ça va être très intéressant. C'est toujours intéressant, mais là aujourd'hui, c'est particulièrement intéressant. On reçoit Mathieu Fouvi, Managing Partner de Creatives. Bonjour Mathieu. Salut Victoria. Salut, mais ça me fait d'autant plus plaisir parce que j'ai vu, c'est comme ça tout a démarré, j'ai vu ton petit message sur LinkedIn. Alors, explique-nous. Donc, tu as vendu Creatives, mais tu as racheté la marque Creatives. Alors, où est-ce que tu en es? Enfin, on fait jamais les choses de façon simple dans la com. Jamais. Alors là, c'est pas mal. Vas-y, explique-nous. Salut Thierry aussi, j'en profite. Ouais, je vais t'expliquer ça. Donc, Creatives, ça fait 22 ans hein, quand même. Donc, né en 1998, après on a eu pas mal de croissance, pas mal de choses. Et puis, de mon côté, j'ai eu beaucoup de constats. Un des constats que j'ai eu sur l'agence, on va dire d'avant, c'est que bon, on a toujours des revenus en dents de scie, donc des revenus, c'est très variable. Par contre, nous, on a toujours été en coût fixe. Donc, on était jusqu'à 28 personnes, 28 Oui. personnes sur le payroll. Hein. Ce qui fait que quand les revenus vont bien, ça va bien. Quand les revenus baissent, tu as tes 28 personnes en coût fixe. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup gêné. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dois soit les virer, soit tu fais ce que font beaucoup d'agences, tu prends beaucoup de stagiaires. Comme ça, tu réduis tes coûts fixes, mais c'est pas comme ça que tu deviens meilleur dans le marché, quoi. Ça, c'est un des constats que j'ai fait. La deuxième chose, c'est que au final, on passait beaucoup de temps au management. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont beaucoup d'expérience passent beaucoup de temps en interne et puis ils passent plus du temps chez les clients. Donc, c'est un deuxième constat que je trouvais un petit peu dommage. Et puis, ce besoin de seniorité et de stratégie, il est plus grand que jamais. Hein. Le marché a besoin de gens qui puissent les conseiller. C'est compliqué aujourd'hui. Il y a le digital, il n'y a pas que le digital, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Donc voilà, je trouvais que les seniors, finalement, ne faisaient que manager une entreprise et moins s'occuper de leurs clients. Puis, quatrième constat que j'ai fait, c'est que souvent les bons, je parle plutôt des créatifs, mais même des développeurs dans pas mal de domaines, souvent les bons, ils se mettent indépendants en Suisse. Parce que les indépendants en Suisse, ils gagnent assez bien dès qu'ils ont leur carnet de commandes plein, ils gagnent beaucoup mieux qu'en agence. Donc on se retrouve aussi avec la difficulté à trouver les bons. Donc, sur base de tous ces petits constats, j'ai essayé pendant un certain temps de transformer Creatives. Je me suis dit, on va transformer ce modèle. On était quand même un peu gros et puis il y a forcément de la résistance au changement. Donc, ce qu'on a fait, c'est que il y a 6 mois, on a créé une autre marque qui s'appelle Marvelous Digital, qui est vraiment spécialisée dans le digital et qui est plus, on va dire, technique, qui fait du dev aussi, qui gère des plateformes, qui fait pas mal d'aspects techniques. Et puis, il y a quelques semaines, on peut dire, à peu près, très récemment, Marvelous Digital a repris les actifs, les assets de la société Creatives SA. Donc, elle a gardé les bureaux, elle a gardé une bonne partie des gens. Et puis, moi, j'ai repris la marque Creatives que j'ai mis dans une autre société qui s'appelle Philaos. Et puis, du coup, j'ai changé beaucoup de choses. Puis, ça fait plusieurs mois qu'on travaille pour changer beaucoup de choses. Donc, on a complètement changé le système. Alors, peut-être on va juste, permets-moi qu'on structure, parce que c'est vrai, là, il y a beaucoup d'informations. Est-ce que c'est un constat que
dans le monde de la communication, lorsque tu mets une tranche digitale ou disons web avec de la communication comme on l'a connue, ça crée des fonctionnements qui ne sont pas tout à fait identiques et donc c'est plus compliqué. Disons, ça crée des entreprises. On a beaucoup parlé de 360, tout le monde intègre, mais est-ce que cette intégration, finalement, elle n'arrive pas à quelque chose qui devient ingérable? Bah, je ne peux pas le dire dans l'absolu. Chez nous, c'était gérable, bien que dans les personnalités des gens, les profils, ben, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose si tu es très axé technique, dev, ou si tu es plutôt du côté créatif ou conseil. Donc là, il y a forcément un peu les mélanges des genres. Je pense que chez nous, ça a toujours assez bien fonctionné. Je pense pas que c'était le problème principal. Après, bien sûr que si tu veux faire du 360, c'est que tu as une certaine vision du conseil. Si tu veux faire du pur digital, c'est que tu as une autre vision. D'accord? Donc là, on pourrait dire que peut-être sur la rencontre des visions, elle est plus difficile. Mais ça n'a pas été un vrai problème, ça, chez nous. Est-ce à dire que, parce qu'effectivement, nous, Victoria et moi, on nous posait souvent la question de savoir, mais quand est-ce que vous allez réunir le meilleur de la pub et le meilleur du web? Est-ce que c'est en fait le constat de savoir que ces deux types de métiers doivent travailler séparément, même s'ils sont dans la même structure? J'ai l'impression que tu es un peu sur ce constat aussi, de se dire que ça ne se mélange pas forcément, même s'ils peuvent cohabiter, même s'ils peuvent collaborer ensemble. Ouais, je pense que c'est surtout pour les clients que c'est difficile d'identifier quelle est la valeur quand tu as tout qui est un peu mélangé. Tu vois, chez nous aujourd'hui, c'est assez simple. Creatives, on les conseille à 360 degrés de leur stratégie jusqu'à l'implémentation, mais alors on n'a pas forcément tous les métiers de l'implémentation. Si tu es une agence digitale, tu vas plutôt être assez vite dans le dur et réaliser tout ce qui est digital, moins dans la partie créative, parce que si tu es un bon créatif, ça va être difficile d'être attiré par une agence très technique ou très digitale. Donc, tu vois, déjà de la peine à les recruter. Hein. Tout à fait. Mais il y a eu une époque où, si tu n'avais pas tous les métiers à l'interne, c'était considéré comme, disons, certains clients qui voulaient avoir, disons, le tout en un, ne venaient pas dans ce type d'agence parce que c'était pas valorisé de travailler avec des sous-traitants. Et puis là, maintenant, toi, tu es en train de nous dire, c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est un nouveau modèle, je dirais, beaucoup plus horizontal. Tu es en train de dire non, finalement, ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est vraiment la réflexion, c'est tout le travail autour de la marque. Puis après, le faire, c'est plutôt le comment qui a une valeur et le faire, après, on peut trouver ces indépendants qui sont de toute façon sur le marché et puis choisissons le meilleur. Ouais, alors complètement d'accord. C'est-à-dire sur le conseil et tout, des gens qui ont de la seniorité qui peuvent vraiment aider. Puis ensuite, sur la réalisation, personnellement, je trouve que c'est encore mieux parce que je peux te donner un exemple concret. Avant, on développait du web. Tu as tes développeurs en interne, ils savent faire un certain type de dev. Tu vas vendre ce type de dev, mais ce n'est pas forcément ce dont le client a besoin. Donc, ça, c'est aussi un peu un truc qui est fini. Nous, on a des clients, ils veulent travailler avec des créatifs locaux. Il y en a d'autres, ils nous disent, mais nous, si vous ne sortez pas des gars de Londres, de toute façon, ça ne marchera jamais. Ils ne vont pas comprendre notre problématique. Donc, on doit pouvoir jouer avec un éventail beaucoup plus grand de prestataires. Et puis, encore une fois, le niveau des prestataires, il est souvent plus haut. Les gars, ils ont faim, quoi. C'est leur métier, ils sont indépendants, il faut qu'ils vivent. Il faut bosser un week-end, ils vont bosser un week-end, il y a zéro problème. Hein. Donc, moi, je trouve qu'il y a même côté valeur derrière dans la réalisation, on y gagne aussi, en fait. Donc ça, c'est un des éléments, effectivement, que j'ai changé dans le nouveau modèle. C'est qu'on est beaucoup plus dans une structure de réseau. Et puis l'autre, c'est que les gens en interne, les créativos, comme on les appelle, et créativas, eux, ils sont payés 100% aux variables. Wow. D'accord. Donc, ça veut dire que nous, on a mis en place tout un système de gestion qui fait que quand tu travailles sur un projet, on ne travaille pas seul sur le projet, on est plusieurs à travailler sur les projets, on a mis en place un système qui répartit ce qui est facturé pour que ça aille directement chez les gens. Donc, tu as un lien direct entre ce que tu produis et ce que tu gagnes. Et puis ensuite, les frais fixes, on les a réduits. Il y en a toujours, hein, mais on les a réduits au maximum pour que justement les gens touchent un maximum de ce qu'ils facturent pour eux, en fait. Donc, tu as gardé quand même des bureaux où tout le monde travaille chez soi? Alors, j'ai gardé les bureaux en coworking space. Et puis, c'est des questions, c'est drôle que tu poses cette question parce qu'on se les pose toutes les 2 semaines. Sérieusement, on se dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de bureau ou pas?
Et puis après, on se dit, bon, ben, on reçoit quand même des clients. Puis les clients, ben, il faut bien les recevoir quelque part. Tu peux pas aller tout le temps dans un hall d'hôtel, quoi. Donc, c'est la raison principale des bureaux, c'est les clients. Hein. C'est pas nous. C'est-à-dire que, en fait, le côté rassurant pour le client, on est passé outre ça, parce que tu parles juste de recevoir le client. Le reste, il s'en fiche du fonctionnement de l'agence? Non, ils s'en fichent. Là où ils s'en fichent pas du tout, c'est que ces interlocuteurs, à savoir nous, alors on est vraiment engagé dans nos projets. Pourquoi on est engagé dans nos projets? Parce qu'on passe beaucoup moins de temps à gérer une agence. On s'occupe de nos clients. Et puis évidemment, on s'occupe de prestataires, mais qui sont généralement assez seniors aussi, donc ils savent bosser. Donc non, ils s'en fichent pas du tout du lien qu'ils ont avec l'agence. Par contre, toutes les fioritures autour, les bureaux et tout ça, ouais, franchement, c'est pas un critère. Non, mais je trouve absolument hyper intéressant parce que ce que tu disais sur les spécialités dans les agences web, c'est le même problème qu'il y avait avant dans les agences de pub. On disait, ah mon Dieu, ils ont des graphistes qui savent faire ça. Il y a celui qui a fait des spots, celui qui fait plutôt de l'affichage. Donc, si je vais dans cette agence, ils vont pas me faire de spots parce qu'il n'y a pas de gens qui ont réalisé des trucs. Donc, ce qui est fou, c'est que les agences web sont tombées dans le même travers que ce qu'elles critiquaient les agences de communication. Et les agences de communication qui arrivent beaucoup plus sur de la stratégie sont en train de se libérer de ça et vont devenir de plus en plus agiles. Je trouve ça absolument dingue. Ouais, et puis l'agilité, alors je pense que c'est un des termes clés dans tout ça. Hein. Enfin, il y en a plusieurs, mais l'agilité fait que nous, des mois, on a énormément de travail. Donc, tu as des créativos chez nous qui vont finir par gagner, je sais pas, 13 000 francs par mois. Et puis, le mois d'après, le même gars, il va peut-être gagner que 5 000 francs, mais il le sait. Il fait ce qu'il veut de son temps. Il va à la piscine s'il veut. Ouais. D'accord, c'est fini le système où mon gars, t'es salarié, donc tu viens te planter dans ses bureaux, puis on va t'occuper avec un projet pro bono, comme ça on gagnera un meilleur de la pub. Merci pour la référence. Il y a Jonathan qui a peut-être une piste qui dit n'est-il pas mieux d'aller chez le client découvrir son environnement? Alors je pense qu'à terme, ça va un petit peu fatiguer le client si on fait tous les meetings chez lui. La plupart de nos clients, je t'interromps. Hein, ouais, vas-y. Nos clients, ils veulent qu'on aille chez eux. Basta. Je pense pour des raisons de gain de temps, ils viennent de moins en moins à l'agence, les gens. Ouais. Ils restent chez eux, voire maintenant, on le voit avec ce qui se passe là, voire à distance, où on gère aussi maintenant beaucoup de relations plutôt en visio, mais ils ont moins le temps d'aller se balader, le tour à l'agence et tout. Donc oui, nous, on est beaucoup chez eux, c'est sûr. Ouais. Et donc, pour les créativos là, qui sont restés avec toi, parce que ça aussi, comme tu parlais avant de résistance au changement, tu as aussi, même dans les plus jeunes qui ont intégré les entreprises, qui souvent aussi ont des réflexes encore de salariés, tu vois. Là, tu leur demandes de se comporter en étant plus ou moins salariés, mais ils doivent se comporter comme des indépendants. Est-ce que ça a été une question pour eux? Ça a été facile d'accepter? Parce que c'est pas évident. Disons, ça change le mindset. Ouais. Alors, c'est assez intéressant parce que dans la tranche 20-28, ils sont assez peu intéressés. C'est tes premiers rentrées d'argent et puis tu vas louer ton appart, puis ma foi, quitte à être mal payé, tu veux que ça vienne en fixe. Il y a très peu d'entrepreneuriat dans cette tranche. Puis à partir de 30 ans, entre 30 et 40 ans, alors là, il y a du réveil. Les gens, ils sont prêts à reprendre des risques. Pourtant, ils ont plus de besoins financiers qu'ils en avaient entre 20 et 30. Mais c'est là que j'ai trouvé cette typologie de personnes. Après, bien sûr, que quand ils sont entrés dans le système, on est tous entrés dans le système. Moi aussi, j'étais salarié de Maesa. Donc, je suis comme eux. Hein. Je suis aussi au variable maintenant. On s'est posé des questions. Est-ce que ça va ramener assez d'argent? Est-ce que ça va fonctionner? Et puis, en fait, ça fonctionne. Puis, ça fonctionne bien. Et puis, c'est une autre motivation. C'est pas de l'entrepreneuriat au sens, on n'est pas en train de créer société, c'est un peu de l'entrepreneuriat, mais tu es quand même beaucoup plus responsabilisé sur ce que tu fais. On a des vraies discussions d'adultes. Je suis pas vraiment leur boss, franchement. Je me considère pas comme ça. Je me considère comme le plus expérimenté de la bande, vu mon grand âge, mais il y a plus cette notion de mon chef m'a dit, je fais comme dit mon chef, etc. Donc, ouais. Et puis, toutes les décisions, tu vois, est-ce qu'on fait du marketing? Ça, on retire de nos revenus. Donc, on peut faire tout le marketing qu'on veut, mais c'est ce qu'on gagne en moins. Et puis là, tu te retrouves avec des vraies discussions d'entreprise qui sont super intéressantes.
Ouais, parce qu'ils se sentent aussi impliqués dans l'avenir de l'entreprise. Tout ne retombe pas non plus sur toi. Exactement. Bon, j'imagine aussi qu'il y a eu quelques petites frictions, voire même quelques pertes, dans le sens où il n'y a peut-être pas forcément tous les collaborateurs qui ont adhéré à ce fonctionnement, ou alors est-ce que tu es arrivé à faire que ça soit une suite logique et tout le monde s'y est mis sans problème? Non, non, alors tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que dans la partie de Creatives d'avant, il y a toute une partie des gens qui sont restés, la plupart chez Marvelous. Et puis Marvelous est resté dans un système de société plus traditionnel dans le modèle. Donc non, non, il y a toute une partie qui n'avait pas forcément envie d'aller dans le modèle, toute une autre partie qui n'était pas forcément intéressée par du 360, mais plus par des parties techniques du dev ou du digital en général. Donc non, non, il n'y a pas tout le monde qui a couru derrière moi. Mhm. Et tes clients, ils ont compris ça? Je veux dire, ce nouveau modèle, ils l'ont accepté? Oui, ouais, ils l'ont accepté. Et puis pour eux, ça ne fait pas une grande différence. Hein. Dans ta vie de tous les jours, comme client, ça change rien en fait. Si tu veux qu'on ait du staff en fixe ou pas en fixe, du moment que les projets sont au niveau qu'ils le veulent, qu'ils ont du conseil, qu'on est disponible pour eux, ça ne change pas grand-chose. Tu es en train de dire que le client, maintenant, il est plus du tout inquiet de se retrouver avec des structures mobiles, parce qu'on l'a déjà évoqué dans d'autres Commit Mag Live, il y a cette sempiternelle question du client, vous êtes combien, vous êtes basé où, vous existez depuis combien de temps? C'est des questions qui viennent comme ça pour un petit peu, on va dire, rassurer, un petit peu se faire une idée, là où le client, il pourrait se contenter du résultat, et puis peut-être des autres références. Ouais. Donc ça change, et d'après toi? C'est en train de changer. Bien sûr que vous êtes combien et tout le tralala, ça reste une classique un peu qui rassure. Mais bon, en même temps, nous, on est 4 en fixe aujourd'hui en Creativos, mais on a 30 personnes en ce moment qui bossent, pas toutes full-time, mais qui bossent sur nos projets. Donc, on est toujours dans un chiffre d'affaires en millions, et puis on est 4 à gérer. Donc, tu vois, au final, je trouve ça plutôt rassurant aussi pour le client. Hein, et puis, ce réseau, ce n'est pas des gens qui disparaissent du jour au lendemain, c'est des gens qui c'est leur métier. Quoi. Oui, ouais. Ouais, puis ils sont traçables. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as un accord avec Marvelous pour travailler avec eux pour tout ce qui est digital ou pas du tout, pas forcément? Alors, on s'est laissé libre, mais on a toujours des clients en commun. On a des clients comme Vaudoise Assurance, comme EasyJet, où ça marche très bien. Hein, je veux dire, on a avec chacun des rôles différents de ce qu'amènent les agences. Donc ça, on continue. Et puis, on a d'autres projets où si ce n'est pas adapté, que ce soit Marvelous ou inversement Creatives, ils sont libres. On n'est pas allé sur de l'exclusivité. D'accord. Et puis, pour toi, par rapport à ta carrière de créatif, quoi, comment tu as évolué? Parce que c'est vrai que si on prend ces 15 dernières années, le changement est tellement hallucinant que beaucoup ont passé, enfin, tout le monde a passé du temps à apprendre des outils technologiques, mais peut-être on a eu moins de temps pour réfléchir. On voit bien même l'idée créative qui à Cannes était l'alpha et l'oméga de toute la réflexion. C'est un terme qui a complètement disparu. Et finalement, plus personne ne semble avoir une idée, enfin réfléchir. On est tous toujours sur ce comment on va le faire, mais pas pourquoi on va le faire. Et ce fameux why, est-ce qu'on a le temps? Puis là, en plus, avec le contexte actuel où tout change, comment est-ce que tu as pu, toi, réussir à réfléchir, à te régénérer pour pouvoir être encore dans une proposition d'idées? Bon, déjà, moi, je suis un immense convaincu du pourquoi on fait les choses, de quels sont les objectifs derrière la marque. Je suis aussi un immense convaincu que la créativité est un très grand différenciateur, sachant que je ne veux pas dire que c'est pas compliqué de gérer les plateformes digitales aujourd'hui, mais c'est pas si compliqué. Donc, c'est pas l'outil qui va te différencier dans le marché. Bien sûr, tu peux l'utiliser plus ou moins bien, ça, on est d'accord. Mais donc, moi, c'est plus un focus de dire répondre à la demande stratégique du client, répondre à ses objectifs, amener du contenu, amener de la créativité. Puis ensuite, bien sûr, il y a beaucoup de canaux, on est d'accord. Parfois, même les idées viennent des canaux, ça, vous le savez. Donc voilà, je ne peux pas dire que j'ai une recette miracle, c'est plutôt une conviction. Mais toi, ça t'a changé. Je veux dire, là, tout d'un coup, tu fais un pas en tant qu'entrepreneur qui est quand même, voilà, vraiment un pas un peu de traverse. Quoi. Tu vas sur un chemin de traverse. Ça a été personnellement, c'était
c'était quelque chose qui était difficile à faire ou tu sentais que c'était ça ou tu passais à autre chose? Non, très difficile toujours parce que tu sais, on s'habitue. J'avais aussi une certaine routine dans un certain modèle. Et puis, mais par contre, alors moi, ça me fait un bien fou de repartir sur un nouveau modèle. J'ai tellement d'idées maintenant de ce qu'on pourrait faire avec ça, de comment, si on a envie de le faire grandir, de comment on pourrait le faire grandir. Donc, c'est très régénérant pour moi. Justement, par rapport à cette transition, tu t'es retrouvé à être accompagné parce que là, on va faire profiter ton expérience pour celles et ceux qui se posent la question de savoir s'ils ne devraient pas eux aussi s'y mettre, hein, le terme est lâché, holacratie. Est-ce que tu as été accompagné? Est-ce que tu as été conseillé? Tu es parti à la pêche aux infos? Comment le processus s'est enclenché pour mettre en place ce nouveau mode de fonctionnement? Alors le mode, enfin l'idée, moi je l'avais depuis un bon moment sur où je voulais arriver. D'ailleurs, je dis pas que je suis encore arrivé où je voulais arriver, mais disons la direction, je l'avais depuis un moment en tête. Ce qui me manquait, moi, c'était un partenaire technique sur les systèmes de gestion, sur là où 99% des gars dans la com sont nuls. Donc, même si je mets même au sens large, la gestion. Ouais. Et puis là, j'ai trouvé justement avec Philaos, puis derrière, il y a un groupe qui s'appelle Ansam, qui est un groupe dans l'IT. Et puis, eux, ils étaient actionnaires en tant que personne dans Creative depuis longtemps. Et puis, c'est avec eux que j'ai monté et que je suis en train de monter ce système. Donc oui, ça c'était super précieux. Et puis eux, je les ai aussi intégrés aux variables. C'est-à-dire que leur travail, je ne le paye pas non plus en fixe. Je le paye en fonction de notre chiffre d'affaires. Donc j'ai variabilisé tout jusqu'au système de gestion. Il n'y a plus de fixe. Je dirais le seul fixe qui reste, c'est si tu en prends, c'est des bureaux. Avec la question de savoir s'il faut les garder ou pas. Avec la question encore que je me pose aussi, ouais. Est-ce que faut pas finalement encore trouver une autre technique mais tu vois, on est déjà dans du coworking, donc je suis déjà dans du semi-fixe, mais ça reste des coûts fixes. Excellent. C'est un bel exemple pour celles et ceux qui nous regardent, parce que c'est un modèle qui va se développer parce que je pense que pour beaucoup et avec la crise qui va arriver, je veux dire, et comme tu disais très justement, c'est quand même un secteur où il y a peu de marge. Donc, je veux dire, si tu veux survivre et t'adapter au nouveau contexte, il va falloir alléger les coûts fixes. Il n'y a pas de miracle parce que de toute façon, les clients veulent et les outils permettent de travailler toujours moins cher. Donc, quand il faut survivre, ça ne sert à rien de tricoter à l'intérieur de ton entreprise. C'est dehors que ça se passe. D'accord, c'est trouver les meilleurs talents, c'est aller chez les clients, c'est trouver les clients, c'est les conseiller, c'est les garder. Ça ne se passe pas dedans, ça se passe dehors. Et puis, plus tu montes des structures qui te bouffent du temps dedans, plus quand ça va mal, tu vas faire quoi? Tu vas prendre ton écope et puis tu vas vider ta barque et puis tu ne seras toujours pas en train de ramer, quoi. Donc, c'est aussi ça le problème dans ces situations de crise. Si tu es lourd, tu es lourd, quoi. Tu as tellement de problèmes qui sont générés par ta structure que ça devient difficile sur tous les fronts. Donc, je pense que c'est les systèmes qui se prêtent mieux justement à des variations du marché. Et puis après, c'est aussi ça, on peut le dire aussi, c'est un peu un système moins capitaliste. Parce que des entreprises comme ça, vu que tu redistribues énormément du revenu aux gens qui travaillent, tu vas jamais faire une société qui a une énorme rentabilité. On s'en fout, tu vois. On cherche plus la rentabilité de la société en tant que société où les actionnaires se répartissent l'argent à la fin de l'année. C'est un autre mode. Nous, on crée des places de travail, on fait bosser les gens, et puis ils vivent, et puis on conseille nos clients, puis on essaie de faire ça le mieux possible. C'est aussi un shift. Hein. Moi, avant, j'étais dans mon trip, un peu comme tout le monde qui fait de la société. Hein. Il faut que ça fasse de l'EBIT, il faut que ça fasse de la marge. Voilà, tu cours après ça, quoi. Oui, mais là, on est en train de voir aussi dans cette période que les entreprises qui n'avaient pas un petit cash flow fonds, elles sont aussi, bon, tu vois, elles ont dû s'endetter. Hein. Donc, je peux comprendre qu'on redistribue et que tout le monde, disons, que ce que l'entreprise génère soit vraiment immédiatement rétribué et partagé entre ceux qui agissent et qui travaillent pour l'entreprise. Mais c'est vrai que tu ne peux pas non plus travailler à flux tendu parce que on voit bien, le mode start-up est un mode très dangereux parce que les start-up, ils ne sont pas de toute façon rentables. Donc, ils sont aussi, à la merci d'autres imprévus.
Donc, tu vois, quel est le bon modèle? Alors, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que tu dois faire pour, disons, pérenniser un minimum ton entreprise? Alors, nous, on capitalise une partie du revenu dans un pot, si tu veux, hein, qui nous donne une certaine sécurité si besoin est. Autrement, si tu as des mauvais mois, bon, déjà, tu casseras jamais ton entreprise parce qu'elle va pas être en faillite. C'est pas possible de la mettre en faillite parce que tu as tellement peu de coûts fixes. Le problème que tu peux avoir, c'est les gens gagnent plus assez. Alors, est-ce qu'ils restent, est-ce qu'ils restent pas? Mais c'est une vraie discussion entre les gens. C'est dire, bon, on va avoir 2 mois difficiles. Il n'y a rien à changer dans la structure, il y a besoin de virer personne. De toute façon, on est déjà en coût fixe bas, on a coupé où on pouvait, il n'y a rien à couper. Donc, allez chez vos clients, faites ce que vous pouvez. C'est le vrai combat. Et puis, tu as une discussion, est-ce que je peux survivre ou pas? C'est pour ça qu'on a créé une espèce de couche, plus pour pouvoir payer les gens, pour pas qu'ils doivent partir à ce moment-là. Mais bon, en même temps, partir en temps de crise, je sais pas trop où aller non plus. Hein. Alors justement cette crise, on va y revenir hein, parce que on n'a pas pu faire autrement que de la voir et puis de se la ramasser en pleine figure. Comment ça s'est passé pour ton agence ou ces agences, hein, puisque effectivement ça concerne 2 entités. Tout ça, si je me rappelle bien, avait été initié avant la crise. Comment est vécue de part et d'autre cette crise, côté client, côté projet, côté mandat reporté ou annulé, en quelques mots? Voilà. Nous, on a eu pas mal de chance parce qu'on a gagné pas mal de mandats juste avant. Et puis, ces mandats, ils ont continué. Donc déjà, de notre côté Creatives, on a juste continué de travailler, on n'a pas touché au chômage, rien du tout. Côté Marvelous, c'était bien. Ils avaient aussi des bons clients avec quand même, ça c'est valable pour les 2 sociétés, EasyJet qui a sérieusement freiné, donc qui est quand même un de nos gros clients. Le CIO pour lequel on fait beaucoup de choses, en l'occurrence les Jeux Olympiques de Tokyo où on devait aller, forcément ça a aussi freiné un peu. Donc on a eu du frein sur des gros qui étaient pas mal compensés par des PME ici, ou en tout cas celles qui pouvaient se le permettre, qui ont profité de cette période pour faire de l'avance sur des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire quand ils étaient à fond. On a eu de rebranding, on a eu pas mal de stratégies digitales qu'on a mis en place, des choses qui ont fonctionné. Donc chez Marvelous, ils ont actionné quelques mesures de chômage partiel, mais autrement, c'était plutôt bien. Et puis, est-ce que tu sens aujourd'hui avec les clients une volonté de… ce monde d'après, c'est devenu quelque chose qui est réel ou finalement ça va passer dès que les RHT seront finis, que les licenciements arriveront et le monde d'après, ce sera comme le monde d'avant, mais en pire? J'ai de la peine à dire. J'ai pas l'impression que ça aura une immense influence à long terme. Je pense dans le mode de travail, oui. Pas forcément pour des raisons, pas que de bien-être de l'employé, mais aussi de réduction des coûts, des entreprises qui vont se dire, c'est vrai, si les gens peuvent bosser 2 jours par semaine à la maison, on va payer moins de bureau, quoi. Donc ce sera peut-être des raisons capitalistes qui vont amener ça, sous l'excuse d'un nouveau mode de vie. Mais je pense que ça va pas changer énormément. Après, bien sûr, la crise, elle va arriver. Hein. Enfin, les problèmes, ils vont arriver. Hein. Ça, zéro doute là-dessus. Hein. Ça, tu le pressens? Enfin, je veux dire, tu as déjà des échos directs de tes clients ou pas forcément? Bon, là, on voit pour EasyJet, évidemment, ça, c'est un secteur qui est particulièrement sinistré, qui mettra des années à se relancer. Hein. Ouais, oui. Non, alors bon, EasyJet, c'est un peu de notoriété publique. Pour les autres, oui, je sens quand même une fragilité. Hein. Donc, quand même des chiffres qui sont mauvais. Puis, j'imagine qu'au 2e semestre, pour certains, ils vont devoir licencier. Puis voilà, on entre dans cette boucle pas forcément positive. Mais je suis pas non plus visionnaire en la matière. Je vois juste que je vois le stress monter, quoi. Voilà, non, mais quand tu es un prestataire, tu as contact directement avec l'entreprise, donc tu sens aussi le mood et voilà. Donc ça, je pense que c'est aussi intéressant parce que c'est vrai qu'on a que des projections de ce qui va arriver, mais on n'arrive pas tellement à savoir et personne, au fil de tous ces lives, on n'arrive pas à avoir une vision très claire de ce que pourrait être le 2e semestre.
si ce n'est que tout le monde pressent que ça peut être plus compliqué que ce qu'on imagine. Mais jusqu'où, on n'a aucune idée, on n'arrive pas à le quantifier, tu vois. Ça nous donne raison de continuer à faire ces lives. On sera obligé, dans le deuxième semestre, de voir comment ça se passe. Merci Alain qui nous dit, voilà, fini les agences bling bling où le client paye la déco. Hein. Ça, c'était pour terminer le débat sur la forme et les structures du futur des agences pub, web et j'en passe et des meilleurs. Peut-être dernière question, parce que cette demi-heure, elle est passionnante. Hein. Merci encore déjà par avance, Mathieu, pour cet échange. Voilà, exactement. Et juste, franchement, c'est vraiment top. Voilà, c'est très très appréciable. Et justement, ma question pour peut-être les agences qui nous regardent, quels seraient les 2-3 conseils que tu partagerais là maintenant sur celles et ceux qui se posent la question de changer justement leur modèle, leur structure? Parce qu'on l'a vu, effectivement, eh bien, la crise nous a obligés à sacrément s'attaquer aux outils informatiques, à la visioconférence, à arrêter les déplacements qui servaient pas forcément à grand-chose. Mais au-delà de ça, on repense effectivement la façon de travailler. Moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Arrêtons de vivre pour travailler, travaillons pour vivre ». Ça change toute la donne et ça rejoint un petit peu ton modèle économique sur le salaire de tes collaborateurs. Alors, quels seraient les 3 conseils que tu partagerais ici aujourd'hui à ceux et celles qui se posent la même question? Pour moi, le fondamental, c'est se concentrer sur ses clients. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais pour amener de la valeur, pour rester bon, pour engager des bons, tout ce qui, en fait, touche à la valeur qu'amène aux clients. Donc, ça, c'est le premier conseil. Si tu veux réussir à faire ça, débrouille-toi, il y a assez de plateformes digitales et autres pour que ta gestion soit diminuée. Il faut arrêter de jouer au chef d'entreprise quand tu as des boîtes de 10. Tu essaies de limiter un maximum le temps que tu... Ça devient passionnant. On a quelques coupures, donc du coup, les précieux conseils de Mathieu se retrouvent, amputés de leur saveur. On va dire que le réseau va revenir. On se croise les doigts. Voilà. Mathieu, je sais pas, je pense que, voilà. C'était les conseils de trop, c'était les conseils trop précieux pour les partager. un petit logiciel quand je dis trop de conneries. Oui, voilà, je pense. Ou alors que tu partages trop facilement. On te redonne la parole, vas-y. Donc, se concentrer sur l'extérieur, système de gestion. Et puis après, toujours quand même essayer de driver son entreprise là où on a du plaisir. C'est pas que toujours cette notion de marché, tout le monde fait ci, alors je vais faire la même chose. Ça se sent hein, quand on a une certaine passion, quand on a un intérêt pour un truc, les clients ils le sentent. Voilà, ça sera le mot de la fin. Et oui, le plaisir, oui. Le plaisir, mais oui. Et en tout cas, ça nous drive nous aussi parce que nous, on fait ça vraiment parce que ça nous fait vraiment plaisir de rencontrer des gens. Merci Mathieu. Voilà, Mathieu qui arrive de temps en temps. On va lancer l'invitation à contacter Mathieu en dehors de Skype, voilà, parce que c'est les derniers mètres qui posent problème. On va faire que les derniers bouts de bande passante qui restent nous permettent au moins de se dire au revoir. Vous l'aurez compris, ça sera peut-être plus simple de parler avec Mathieu directement. On rappelle peut-être où on peut te trouver. Voilà, une petite URL histoire de faire un peu de pub pour cette agence. Alors, c'est creatives.com. Tout simplement. Merci beaucoup pour ce partage, ce moment très, très intéressant et enrichissant. On va se dire au revoir et n'hésite pas, hein, l'actu, des projets, des campagnes sur lesquelles tu as envie de rebondir, tu seras le bienvenu à bord. On va te dire donc à très, très bientôt. Merci Mathieu. Merci. Hein. Au revoir. Voilà, Victoria, il est temps aussi de nous dire au revoir. C'était passionnant. J'espère que ce thème, on pourra continuer à le travailler parce qu'en fait, on est en train de faire un petit constat sur la forme des agences qui sont en train d'évoluer vers d'autres modèles, d'autres modes de fonctionnement. Ouais. Absolument, ouais, vraiment. On apprend tous les jours et c'est vraiment génial. Nous, on adore. Ouais. Je vais faire un petit teasing pour demain parce que... Oui, tant qu'à faire. Donc, maintenant, comme vous l'avez compris, chaque semaine, on introduit aussi d'autres sujets. Et donc, on revient demain, ce sera un thème média et on va parler d'un média
qui a été particulièrement touché pendant cette pandémie. Je me demande lequel. Bon, bah, à demain et portez-vous bien d'ici là. Allez, à bientôt, c'est pas bon. Bye. Ciao, ciao.